Ciao. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon franchement, soyons honnêtes, l'école en France c'est vraiment la némésis de tout le monde. Je connais personne qui aime l'école, moi-même j'ai détesté l'école. Toi t'as aimé en Chine? Moi j'adore l'école. On a écrit ensemble un épisode entier sur l'école en Chine, je me suis dit ça va être horrible ce qu'on va raconter aujourd'hui, les Français vont avoir trop peur. Et toi tu me dis que t'as adoré? Pour moi l'école c'est vraiment la meilleure partie de ma vie. Hein. Du coup vous allez regarder la vidéo, vous me direz à la fin si vous préférez l'école en France ou en Chine. En Chine, l'école c'est du lundi au vendredi, avec parfois le samedi. Des cours qui commencent à 8h et qui terminent vers 17-18h, donc un peu comme en France. Mais parmi toutes les différences qu'il y a, la première qui saute aux yeux c'est évidemment l'uniforme. On connaît en général l'uniforme japonais ou coréen, et on pourrait penser qu'en Chine c'est plus ou moins la même chose. Mais en vérité, pas du tout. L'uniforme scolaire en Chine, c'est littéralement un survêtement de sport complet. J'adore l'école, hein, mais uniforme c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter. C'est quasi obligatoire tous les jours. Après, encore une fois, ça dépend de l'école. Moi, ça va, j'avais de la chance. Mon école primaire, c'est que lundi obligatoire. Après, c'est les événements, il va nous prévenir en avance. Mais à lycée, c'est quasi tous les jours, donc c'est pas très agréable. C'est marrant parce que avant, je pouvais trouver ça un peu ringard, mais aujourd'hui, comme les vêtements sportwear, c'est un peu à la mode. Ah, tu trouves que c'est pas mal? Bah, du coup, je les trouve à la mode aujourd'hui. À l'école primaire, c'est quasiment pareil, avec quand même une petite différence. Les enfants portent déjà le survêtement de sport, mais en plus de celui-ci, ils ont un petit foulard rouge autour du cou. Pour les jeunes écoliers, il représente une forme de rite de passage qui les inscrivent dans l'héritage révolutionnaire de la Chine communiste. Dans l'histoire de la Chine, pourquoi le trabeau et le foulard, ils sont rouges? C'est parce que comme on a tellement combattu, il y a beaucoup de morts, les tissus il est dans le sang. Ok, c'est le sang des révolutionnaires. Oui, voilà. Pour moi, en tant qu'enfant de 8 ans, 9 ans, tu le crois. Le moment où tu prends le foulard rouge, j'ai dit à ma mère, en fait, je suis pas sûre porter parce que j'ai l'impression que ça pue. Ça paraît glauque pour les enfants. Oui. Mais au-delà de cette histoire de petit foulard rouge, comme on le disait, l'uniforme normal, c'est vraiment le survêtement de sport. Et ça tombe bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sports obligatoires à l'école. Et ça commence dès le matin, avant 8h, avec de grandes séances collectives où tous les élèves se retrouvent ensemble pour pratiquer une série d'exercices sous forme de chorégraphie. Tout le monde sort en promo, donc on fait la ligne. T'as la personne qui est le leader devant, il va nous un peu orienter comment faire si tu te souviens pas. Durant un moment, ça dure 3-4 ans, on a vraiment la danse. C'est assez robotique avec les mouvements 1, 2, 3, 4 simples, okay. Mais c'est vraiment avec la musique de danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, il faut tout mémoriser par cœur parce qu'il y a des compétitions chaque année à l'école entre les promos. Et si quelqu'un qui a un mouvement mal fait et tout, tu vas bien critiquer par tout ton promo parce que vous avez perdu la place. Donc ça c'est le matin. On a aussi une petite séance pour travailler les yeux. C'est entre 10h et 11h. On a 10 minutes pour faire les exercices pour bien travailler les yeux et tout, pour se détendre. On se reproduit la même chose après-midi entre le deuxième et troisième cours après-midi. Et après aussi, on a encore un même programme de chorégraphie, mais un peu différent, un peu plus court à faire dans la classe après-midi. Ah ok, donc il y a l'exercice le matin et l'exercice l'après-midi. Et d'ailleurs, si vous êtes un gros feignant et que c'est déjà trop pour vous, eh bien sachez qu'en Chine, quand vous êtes écolier, vous aurez forcément le droit à un service militaire obligatoire. En général, c'est quand même moins hardcore. Ces entraînements militaires pour les étudiants, c'est aussi et surtout des élèves qui galèrent à marcher au pas. En revanche, c'est certain, c'est un séjour qui demande un certain investissement physique. Donc ce service militaire obligatoire pour les écoliers, toi tu l'as fait? Oui, j'ai fait 3 fois. 3 fois? La seule partie on peut dire obligatoire, c'est la rentrée à l'université. Normalement, c'est entre une semaine et un mois, ça dépend de l'école. Après, moi, j'ai eu aussi la rentrée pour le lycée, la rentrée pour le collège. Et donc, on était entraînés par un chef militaire pour faire des gestes un peu comme les militaires. Mais après, j'ai aussi passé une semaine dans vraiment une cité militaire qui était loin de la ville. Et surtout, on a fait pour arriver là-bas en randonnée avec tous les valises sur notre dos. Ça veut dire la couette, tous les vêtements changés, les trousses toilettes, les chaussures, les linges et tout. Vraiment sur ton dos. On a marché, je sais pas, entre 15 et 20 km pour arriver à ce camp. Et après, quand on arrive, on se trouve dans le dortoir avec 8 personnes dans la même chambre, sachant comme c'est le début, la rentrée de lycée, le moment où tu connais personne. L'idée, c'est pour se connaître, de discuter avec tes futurs copains. Donc,
c'est dur parce qu'on commence l'entraînement très tôt, à 8h, et on termine à 18h pour aller prendre la douche et dîner. Et 22h, on retrouve ensemble. Mais 22h, c'est plus d'entraînement. Après, c'est plutôt on chante, on danse, on fait les connaissances avec les chefs. C'est plutôt amusant dans le fait. Okay. La journée, c'est dur, mais le soir, c'est tranquille, c'est le camp de vacances. Et après, bon, mais du coup, il a beaucoup d'anecdotes. On voit plein de photos sur Internet. C'est donc la personne, il change la couleur. Donc, il y a des gens, ils passent en tout blanche à le peau très mat. L'enseignement. Bon, on est de retour à l'école. Tu peux nous parler un petit peu des matières que vous avez en Chine? On a les classiques, genre chinois, mathématiques, anglais, musique, l'art. Par contre, on a des choses un peu spéciales. On a les cours de cuisine, on a les cours de ménage, on a les cours comment travailler à la maison. Donc, c'est le genre de cours pour apprendre faire la lessive, couper des légumes, vraiment des basiques. Donc ça, c'est qu'il y a un professeur dans une classe qui vous montre comment faire. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pour apprendre comment vivre. Aujourd'hui, c'est le couture. Demain, ça peut être comment nettoyer la fenêtre. Ça, vous n'avez pas. Non, j'avoue, c'est ce qui m'a manqué sans doute. C'est pour ça que tu sais pas couper certaines choses. Ce sera coupé au montage. Le Gaokao et la culture de l'examen. Les examens occupent une grande place dans la société chinoise. On peut presque parler d'une culture de l'examen tellement ceux-ci sont inscrits dans la culture du pays depuis plus d'un millénaire. Dès le début du 7e siècle, pendant la dynastie Tang, le gouvernement met en place des concours qui permettent de désigner les fonctionnaires de l'État. Au début très limité à peu de Chinois, ces concours évoluent pendant la dynastie Song, autour du 11e siècle, suite à une série de réformes en devenant accessibles à une très grande partie de la population chinoise. Désormais, chaque homme, peu importe son origine sociale, pouvait espérer passer ces concours et jouir d'un grand prestige social. Exception faite quand même des esclaves, et puis des femmes aussi, qui eux ne pouvaient pas concourir. Malheureusement, et malgré les ambitions du gouvernement d'instaurer une véritable méritocratie, l'accès à l'éducation de qualité était un facteur limitant. Les familles les plus riches et de statut élevé avaient un meilleur accès à l'éducation et aux ressources que les plus démunis. Quoi qu'il en soit, la Chine a été l'une des premières civilisations à mettre en place des grands examens populaires, et cette culture de l'examen a traversé les siècles et est encore très présente aujourd'hui. Alors le Gaokao, c'est un peu notre bac à nous, il est situé à la fin du lycée et il permet d'accéder à des études supérieures. La différence, c'est qu'il est plus dur que le bac. Beaucoup plus dur. Et qu'il est absolument déterminant pour les Chinois qui veulent continuer leurs études. Parce que dans un pays avec un contraste de richesse aussi important que la Chine, obtenir le Gaokao, c'est l'espoir d'obtenir une place dans une grande université et donc éventuellement d'augmenter son niveau de vie. Parce qu'en effet, pour les élèves issus des milieux les plus défavorisés, c'est vraiment l'espoir d'augmenter leur niveau de vie. Et pas seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Ils portent sur leurs épaules les espoirs de leurs parents de pouvoir sortir de la misère et s'élever socialement. Et donc, les élèves qui suivent déjà une préparation intense d'un concours exigeant doivent aussi conjuguer avec l'hypercompétitivité du système scolaire, mais également avec une pression familiale colossale. En résulte alors pour les élèves un stress énorme. La pression, oui, c'était énorme. C'est aussi pour cette raison-là, tu as une petite cérémonie, entre guillemets, quand on a terminé le dernier examen de Gaokao. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir toute notre colère contre les profs, contre les 3 ans qu'on a passés. Comment on fait? On va déchirer tous les bouquins qu'on a durant ces 3 ans. Tous les questionnaires, tous les bouquins, tous les matos, le support que le prof nous a donné, on le déchirait, on le jetait par la fenêtre. Et les pauvres personnes qui font le ménage ce jour-là... Oui, les pauvres, ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'école en Chine.